Et on retrouve tout de suite Bernard Veil avec ses invités dans son émission Parlons Patrimoine. Bonsoir à tous. Ravi d'être parmi vous et ravi de vous retrouver. Et de quoi allons-nous parler ce soir? Nous allons parler de l'inflation. Tout le monde ne fait plus que de parler de l'inflation. L'inflation est de retour. Elle n'est pas encore vraiment là, mais elle frappe à notre porte. Rappelez-vous, nous en avions déjà parlé. À l'époque, j'étais dubitatif. Maintenant, je ne le suis plus. Mais rien de grave, ce ne sera pas une inflation en 2 chiffres. Elle sera entre 2 et 4%. Et probablement bien maîtrisée. Depuis une dizaine d'années, l'inflation de la production avait disparu au profit de l'inflation des actifs. Et comme les prix à la production vont monter, on pourrait parier que les choses vont rentrer dans l'ordre et que l'inflation des actifs… Alors, attendez, on a un petit souci là. On va essayer de… Attends, je suis en train d'écouter. Voilà, je reprends. J'en profite pour saluer M. Bernard Gauthier qui avait oublié d'éteindre son micro. Alors, je crois qu'on a un Arsène encore. Non, c'est bon. Voilà, excusez-moi. Donc, depuis une dizaine d'années, l'inflation de la production avait disparu au profit de l'inflation des actifs. Et comme les prix à la production vont monter, on pourrait parier que les choses vont rentrer dans l'ordre et que l'inflation des actifs va s'arrêter là. C'est un peu le scénario de notre économiste Marc Toiti. Fin de la hausse de l'immobilier et peut-être une baisse. Fin de la hausse des valeurs technologiques et peut-être une baisse. Concernant les indicateurs avancés de l'inflation, le prix des matières premières monte, le coût du transport monte. Le pétrole est en hausse de 34% depuis le début de l'année. Soit dit en passant, l'or est en baisse de 10% et l'or baisse traditionnellement avec 2 facteurs, l'optimisme et la hausse des taux. Détenir de l'or à crédit ne sera plus gratuit et placer en obligation va à nouveau rapporter des intérêts. Pour l'instant, les salaires ne montent pas, mais on entend un peu partout des velléités à monter les salaires minimaux. En revanche, la pandémie a généré beaucoup de chômage et ce dernier va mettre un peu de temps à se résorber, avec comme conséquence une modération salariale. Comme le dollar a beaucoup baissé, cela va amortir la hausse pour la zone euro et on devrait d'abord observer la hausse de l'inflation aux États-Unis. De plus, le redémarrage de l'économie américaine est plus rapide et va s'accélérer avec le gigantesque 3e plan de relance. La volonté de relocalisation de certaines industries, ou en tout cas de quelques usines, va aussi contribuer à la hausse. Malgré toute la technologie et les gains de production, on ne produira pas au même prix que les Chinois. Et vu les déficits abyssaux de la sécurité sociale, il ne faut pas s'attendre à des baisses de charges et en conséquence à une baisse du coût du travail. Plusieurs pays d'Europe, dont la France, s'approchent des élections. Et comme souvent, on va plutôt assister à un statu quo sur les impôts liés à la production. Pas de hausse pour ne pas en fâcher certains, pas de baisse pour ne pas en fâcher d'autres, tout en parlant ou en laissant parler de hausse pour plaire à certains et en parlant de baisse pour en séduire d'autres. Il y a un autre phénomène directement lié au confinement qui pourrait contribuer à une hausse des prix, la surépargne. Pendant les confinements et les restrictions, les Français, comme beaucoup d'autres, ont épargné. Un peu par crainte du lendemain, un peu par manque d'envie, aussi par manque d'occasion. On ne sort plus, on ne se réunit plus, le paraître perd de l'intérêt. Et beaucoup par manque d'offres, c'est-à-dire la fermeture des magasins. La Banque de France parle de 213 milliards à l'échelle nationale et Bloomberg de presque 3 000 milliards pour le monde, dont la moitié aux États-Unis. Et tout le monde sait que les Américains ne sont pas des épargnants et que dès qu'ils pourront redépenser, ils redépenseront. À cela va se rajouter le nouveau plan de relance américain de 1 900 milliards de dollars qui fera suite aux 2 précédents de presque 3 000 milliards. Si je voulais être cynique, je dirais que la seule chose dont on ne manque pas en ce moment, c'est d'argent. Quel paradoxe, alors qu'il fait cruellement défaut à tant de gens. Pour finir, les semi-conducteurs, éléments essentiels à la production de tout objet connecté, sont en pénurie et les prix montent. Ce qui va d'abord faire monter le prix des produits qui détiennent des semi-conducteurs, qui va ensuite obliger les États à relocaliser des usines de semi-conducteurs sur leur territoire, ce qui provoquera légèrement une hausse du prix des semi-conducteurs durable et pérenne. Voilà pourquoi les prix vont monter. Et il ne faut surtout pas en avoir peur. L'inflation maîtrisée est une bonne chose. Toute la question est de savoir si cette inflation, comme par le passé, va générer une hausse des taux et si oui, de quelle ampleur. Dans un premier temps, l'inflation est vue comme une chose positive, puisqu'elle démontre la bonne santé de l'économie et la croissance. Elle est donc favorable à la hausse des actions, et c'est ce que nous observons en ce moment. Dans un second temps, les banquiers centraux,
vont faire leur job et pour empêcher de dépasser son taux maximum, vont commencer à monter les taux. Ce qui va faire craindre au monde des affaires un ralentissement économique du fait du renchérissement du crédit. En montant les taux, le coût de la dette repartira à la hausse. Mais attention, si nous avons une inflation à 2% et des taux à 1,50, nous avons un taux réel négatif de 0,50. Et en conséquence, tout va bien. Si les taux montent trop ou trop vite, les bourses baisseront, avec les valeurs technologiques en tête et surtout les sociétés qui ne gagnent pas d'argent et sont obligées de faire régulièrement des augmentations de capital pour se renflouer. L'immobilier suivra. Et si ce n'est pas mesuré, cela se répandra dans toute l'économie et nous aurons alors tout simplement une bonne vieille crise à l'ancienne. L'enjeu des banques centrales va être là. Laisser une petite inflation s'installer et la contrôler sans que le coût de la dette des États qu'elle représente ne s'emballe. Ce sont donc ces indicateurs qu'il va nous falloir surveiller. L'avantage est que ce sont des indicateurs simples et faciles à suivre. L'inconvénient est que si cela dérape, ça peut faire mal. Les banquiers centraux vont devoir être à la manœuvre et y aller en douceur et en finesse. Nous verrons tout à l'heure ce que Marc Toiti nous dira sur le sujet, car je suis persuadé qu'il va nous en parler. C'est maintenant au tour de David Calfon et de son point marché. Bonsoir David. Bonsoir Bernard, bonsoir à tous. Bien, un point marché avec des marchés qui sont en hausse, certes, mais qui restent toujours assez volatiles et assez perturbés, comme c'est souvent le cas en période de transition, parce que nous sommes effectivement en période de transition. Progressivement, au niveau mondial, nous nous dirigeons vers une réouverture de l'économie. Alors je précise au niveau mondial, car au niveau européen, ce n'est pas très évident ou encore moins facile à croire. Pourtant, les vaccinations progressent. En Angleterre, on est maintenant au tiers de la population qui a déjà été vaccinée. Les cas au niveau mondial sont toujours en baisse. Et dans certains pays, on prépare activement la reprise de l'activité. Aux États-Unis, attention, rêvons un peu, ça pourrait nous arriver un jour, on permet même aux personnes vaccinées de sortir sans masque, imaginez-vous. À cela, eh bien, on s'ajoute le plan de relance américain dont nous parlons depuis des mois. Donc ça y est, c'est fait, c'est voté, et c'est bien voté. Et accrochez-vous, on parle bien de 1 900 milliards de dollars qui vont être injectés dans l'économie américaine. Donc 1 900 milliards de dollars, on est en train de parler de 9% du PIB américain. C'est tout simplement colossal. Alors, les politiques monétaires sont toujours extrêmement accommodantes, donc on pourrait se dire que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Mais les marchés financiers sont un peu comme des enfants gâtés et se contentent malheureusement rarement de ce qu'ils ont. Alors maintenant, c'est la crainte du retour de l'inflation qui alimente la volatilité. Les taux américains à 10 ans sont désormais autour des 1,6%, alors qu'ils étaient à moins de 1% en début d'année, 0,91 pour être précis. Alors vous avez certainement l'impression que je pinaille en parlant de pouillème, de progression de 0, quelque chose, mais croyez-moi, à l'échelle des taux d'intérêt, ce sont des mouvements très significatifs qui peuvent, s'ils s'accélèrent, déstabiliser les marchés. Alors pourtant, le gouverneur de la Banque centrale américaine a bien précisé que si les taux montent, c'est pour une bonne raison, c'est parce que l'économie va mieux et il est en effet sain de revenir à un environnement dans lequel emprunter coûte effectivement quelque chose et de quitter un monde dans lequel on vous paye lorsque vous devez de l'argent à quelqu'un. Alors après la séance d'aujourd'hui qui voit les indices européens en hausse de 2,5% et les indices américains en hausse de plus de 1%, on peut se dire que les investisseurs commencent à adhérer à cette interprétation. La hausse des taux alimente la remontée du secteur bancaire, grand perdant de ces dernières années, et la hausse des matières premières alimente la hausse du secteur de l'énergie, là encore grand perdant de l'an dernier. Les valeurs décotées, en un mot, sont à la fête, et cela peut probablement continuer encore quelques mois, vu à quel point l'élastique s'était tendu en faveur des valeurs de croissance ces dernières années. Alors, faut-il jeter à la poubelle toutes les valeurs technologiques ? Certainement pas. En revanche, il va falloir faire preuve de sélectivité et de discernement. Des valeurs de croissance rentables, avec des capacités de génération de cash flow significatives, auront toujours leur place dans les portefeuilles. Mais l'heure est venue de rééquilibrer les portefeuilles et surtout de les diversifier et de faire attention en revanche à tous ces titres
qui ont des valorisations extrêmement élevées, mais peu de choses pour les justifier. Alors la clé pour la suite des événements va être le rythme de la hausse des taux et le rythme du resserrement monétaire qui ne manquera pas de venir. Mais comme on le sait, les banques centrales ont déjà préparé les esprits. Elles seront extrêmement prudentes et elles vont être beaucoup plus tolérantes que prévu. Je vous rappelle qu'aux États-Unis, là où on disait que l'objectif de la Banque centrale, c'était de maintenir une stabilité des prix, c'est-à-dire d'avoir une inflation inférieure à, mais proche de 2%, là maintenant, on dit qu'il faudra avoir 2% en moyenne. Et quand on pense à tout le temps pendant lequel nous n'avons pas eu ces 2% d'inflation, on peut se dire que la Fed va être prête à tolérer une inflation supérieure à 2%. Est-ce que les marchés seront aussi conciliants et feront preuve d'autant de sérénité? Ça, j'en doute un peu, mais ça, c'est l'idée et ça, c'est l'histoire de l'année prochaine, à mon avis. Voilà pour le moment ce que l'on pouvait dire sur ces marchés. Merci David. Décidément, on est tous bien concentrés sur les taux et l'inflation. C'est vraiment devenu le sujet du moment. On ne peut pas y échapper. Toutes les lectures sont là-dessus. Des articles sortent de partout et des craintes sortent de partout. Si on fait un petit test, à combien vous évaluez les chances que ça dérape? Donc là, vous étiez dans la mesure avec une inflation maîtrisée. Moi, dans mon édito, je disais entre 2 et 4%. Vous dites une moyenne à 2. Donc, comme il y a eu 0, 4 divisé par 2, ça fait aussi 2. Donc, on est à peu près. Mais donc, à combien vous estimez les chances que ça puisse déraper? Ça puisse un peu échapper? Alors, j'ai envie de dire que c'est une probabilité qui a remonté récemment, mais qui reste encore à des niveaux faibles. C'est-à-dire que pour moi, la probabilité que ça dérape, on est d'une probabilité de genre de 20% de chances que ça dérape. Alors pourquoi je dis ça? C'est parce qu'il y a encore énormément de capacités de production et beaucoup de choses qui ne sont pas utilisées. L'économie ne tourne pas encore à plein régime. Alors, il y a des hausses de matières premières, mais qui sont liées un peu plus à la désorganisation des marchés. N'oublions pas, si on prend le cas des semi-conducteurs, ça c'est un exemple assez classique d'une industrie qui a été complètement désorganisée par la crise sanitaire. Donc, l'an dernier, plus personne ne commande. Donc, effectivement, les carnets de commandes s'arrêtent, etc. Et en revanche, là où l'industrie des semi-conducteurs pouvait prévoir une baisse de la demande, finalement, on se retrouve en bout de course avec une hausse de la demande, avec une hausse de tous les objets connectés et de tout ce qui est nécessaire pour le travail à distance, etc. Et finalement, une industrie automobile qui se retrouve un peu le bec dans l'eau à essayer de courir après ses approvisionnements. Donc là, on voit bien que c'est le changement de rythme qui a provoqué une désorganisation. Et donc ça, c'est ce qu'on a au niveau des matières premières, etc. Mais maintenant, si on regarde le marché de l'emploi, on a 6,3% de chômage aux États-Unis. Le vrai chiffre est probablement beaucoup plus proche de 10% parce qu'on sait qu'avec la crise sanitaire, il y a beaucoup de gens qui ne s'inscrivent plus sur les listes de demandeurs d'emploi et qui se sont retirés du marché du travail. Donc, dès que l'économie va réouvrir et va aller mieux, avant de générer de l'inflation, on va d'abord devoir absorber tous ces gens qui vont revenir dans le marché du travail, etc. Donc, c'est pour ça que le risque que ça dérape vraiment, pour moi, il est malgré tout assez faible, même si c'est un risque que je priceais quasiment à 0 il y a quelque temps. Et là, maintenant, on lui accorde une probabilité entre 15 et 20% de chance. Mais on reste encore dans un scénario qui est marginal. Et est-ce que vous pensez qu'on pourrait revoir l'inflation des années, de la deuxième partie des années 70 avec les outils dont les banquiers centraux bénéficient aujourd'hui? On pourrait revoir du 10, 12, ça vous paraît possible? Ça me paraît totalement inconcevable. Déjà, si on arrive à 4, ça sera déjà très bien et très déstabilisant et très perturbant. Et la raison en est que les banquiers centraux aujourd'hui détiennent l'ensemble des outils nécessaires pour empêcher de déraper? Oui, et puis finalement, je pense qu'ils vont être très très heureux et contents de retrouver un combat qu'ils ont l'habitude de mener et qu'ils savent gagner. C'est beaucoup plus facile de lutter contre de l'inflation que de lutter pour réinjecter de l'inflation et pour lutter contre la déflation.
Très bien. Donc, c'est pour ça, je pense qu'il n'y aura pas de sujet. En revanche, au passage, effectivement, peut-être que pour maintenir l'inflation autour de ces niveaux-là et pour éviter une surinflation comme on en a eu dans les années 80, eh bien, peut-être qu'il y aura un petit moment où il faudra hausser le ton et ça ne fera certainement pas plaisir au marché. Très bien. C'est maintenant au tour de Laetitia Tribaudot. Alors, Laetitia, il faut réactiver votre micro. Voilà. Super. Bonjour à tous. Bonsoir Laetitia, merci de nous avoir rejoints et merci d'être avec nous. Je vais vous présenter, vous avez 26 ans, vous êtes diplômée d'une école de commerce française avec une spécialisation en finance et une solide expérience à l'international. Vous avez rejoint le club Carpe Vinum, un club réservé aux amateurs de vin que vous développez depuis la belle ville de Lisbonne où vous vivez. Bienvenue parmi nous et je vous laisse nous présenter votre activité. Merci à tous. Merci Bernard de m'inviter pour que je parle de moi et de ma passion pour le vin. Donc, en effet, je suis arrivée il y a 2 ans à Lisbonne. Je suis tombée amoureuse de la ville. Je savais déjà que je voulais vivre à l'étranger, mais j'ai eu un coup de cœur et du coup, je suis ravie d'être là, d'être basée ici dans mon travail. Et oui, je suis venue vous parler du coup de ma passion pour le vin. C'était une passion avant de devenir mon métier. Donc au départ, comment j'ai découvert le vin, les grands vins français, c'était il y a à peu près 5 ans. Et tout de suite, j'ai trouvé que les grands vins français, les grands champagnes français, c'était un produit que je trouvais passionnant. Bon, j'ai eu aussi des belles expériences pour me donner envie de... Voilà, c'était mon père. Du coup, comment ça a commencé? Au début, j'ai été invitée à des événements du club Carpe Vinum. Donc, c'est un club avec des membres, c'est un club privé essentiellement composé d'entrepreneurs à travers le monde et qui se rassemblent autour de leur passion pour les grands vins français et aussi qui sont à la recherche d'une belle rentabilité. Et comme vous disiez, du coup, David, aussi d'un actif de diversification. Et donc voilà, j'ai été invitée à des événements parce qu'on organise des dîners, des wine tasting à travers le monde. Et à Ça a été chaque un peu fois, compliqué, non, pendant le confinement, d'organiser des ça a été événements, des choses comme ça. challenging. On a l'habitude d'organiser une fois par an un événement ou un wine tasting dans les villes de nos membres. Du coup, on en faisait quand même beaucoup. Et là, on a dû se mettre aux nouvelles technologies. Et par exemple, il y a 2 mois, on a organisé avec le château Bechevel un wine tasting à distance. Et du coup, on avait envoyé les 3 meilleurs millésimes du château à travers le monde à nos membres pour qu'ils puissent, avec du coup le directeur général de Bechevel, faire la dégustation en ligne. Bon, c'était Donc, pas aussi chaleureux, mais c'était quand même très sympa. donc, chacun avait les bouteilles chez soi, les goûter Exactement. en même temps que l'œnologue et échanger les avis. C'est ça? Exactement. C'était un peu moins festif, mais on était tous très contents de se retrouver. Et voilà, à chaque fois, en fait, normalement, hors période Covid, on fait venir les châteaux qui se déplacent spécialement pour nos membres dans leur ville, où nous, on va dans les plus beaux domaines de Bourgogne, dans les plus grandes maisons de champagne, pour pouvoir déguster les vins avec les experts. Donc, par exemple, c'est des événements d'exception où on peut aller déguster des vins dans la cave du domaine de la Romanée-Conti en Bourgogne, organiser un déjeuner dans les chais de Cheval Blanc avec du coup le château qui nous explique les vins, qui nous explique du coup à reconnaître les millésimes, les cépages. On commence à devenir des petits experts au fur et à mesure des événements. Et du coup, moi, c'est devenu une passion. Je trouve que on déguste des produits de luxe français. C'est des vins magiques et surtout les membres du club deviennent des amis et ont tous des parcours incroyables. Donc voilà déjà comment le vin est devenu une passion avant que je considère le vin comme une classe d'actifs à part entière. Alors, comment on fait pour rentrer dans ce club? Déjà, est-ce que c'est un club qui est ouvert? Alors c'est un club où normalement on rentre par bouche à oreille parce qu'on veut vraiment que les gens dans ce club se sentent à l'aise et puissent faire des synergies, puissent se retrouver autour d'une passion.
Donc, c'est quand même pour l'instant, le club se fait par cooptage et on veut garder cet esprit convivial à tout prix. D'accord. C'est un coût de rentrer dans ce club ou on y est invité et ensuite on vit sa vie de membre? On y est invité, mais en fait, quand on fait partie, le principe que je vous expliquerai, que je peux vous expliquer maintenant, c'est quand on fait partie du club, en fait, on arrive à se constituer une cave, à faire partie d'une cave mutualisée, du coup, de grands vins français, de grands champagnes français. C'est ce qui fait notre force ensuite pour pouvoir pouvoir acheter des bouteilles directement au château, du coup, au prix le plus compétitif, hein, et de pouvoir ensuite, si on veut faire évoluer sa cave dans le temps, avoir une valorisation de sa cave qui soit maximisée. Donc voilà, quand on fait partie du club, on se retrouve aussi dans cette optique de mutualisation pour acheter une cave en commun des plus grands vins français, pour pouvoir les déguster et pour pouvoir aussi considérer le vin comme un actif de diversification, un actif pour dégager des performances. D'accord. Il y a des gens du monde entier dans le club? Exactement. Essentiellement européens, mais on a aussi beaucoup de membres japonais. On a maintenant des membres singapouriens, des membres un peu partout. Bon, on en a quelques-uns à Lisbonne, mais pas beaucoup. Donc, c'est vrai qu'avec le Covid, c'était un peu plus compliqué pour organiser des événements et se rassembler. Donc oui, Et là, on est très proche de la journée de la femme. Le club est bien féminin ou c'est encore un club qui est très masculin? Non, il y a beaucoup de femmes qui adorent le vin. D'accord. Et d'ailleurs, elles sont plus fortes que les hommes aux dégustations à l'aveugle. Donc, on fait plus d'efforts pour retenir les conseils. Mais on a beaucoup de membres masculins, c'est vrai. Mais là, je trouve que depuis 2 ans, le club a plus de 7 ans. Depuis 2 ans, on a de plus en plus d'entrepreneurs féminins qui nous rejoignent. Et du coup, c'est super. Alors, quand on a préparé cette émission, vous m'aviez dit que vous aimez les vins anciens. Donc, vous aimez les vins de qualité, les vins anciens, donc ça en fait des vins chers, ça, de manière systématique, ou on découvre un peu comme sur les marchés financiers des pépites, des choses qui ne sont pas à leur prix, et des choses qui méritent d'être connues à des prix très, très étonnants, très abordables. Exactement. Déjà, quand nous, on est un club uniquement de grands vins français, parce que c'est là-dessus qu'on a une expertise. Et voilà, si on veut s'élaborer une cave, il faut être compétent dans ce qu'on met dans sa cave. Donc pour l'instant, on achète que les grands vins qu'on connaît, qu'on apprécie et sur lesquels on a une expertise. Mais c'est vrai que moi, il y a deux éléments qu'on fait que je me suis aperçue que le vin, le marché du vin présentait des belles opportunités. Déjà parce que je préfère les vins anciens, les millésimes anciens. Et je me suis aperçue que, par exemple, un Cheval Blanc 2000, on pouvait l'acheter en primeur directement au château à 160 € et que maintenant, une bouteille de Cheval Blanc 2000, bien sûr, ça coûte plus cher, ça coûte 700 €. Et même pour des millésimes plus jeunes, comme le Figeac 2012, il s'achetait directement au château à l'époque à 40 € et maintenant, il coûte 120 €. Donc, c'est vraiment intéressant de se créer une cave dès à présent, d'acheter en primeur si on a le sourcing directement au château à des prix marchands et de pouvoir les garder et que ces vins soient des vins qui soient sûrs de s'apprécier dans le temps. Et donc voilà, c'est mon expérience, moi, de goût pour les millésimes anciens qui m'a déjà fait réfléchir sur le vin comme classe d'actifs. Et ensuite, c'était parce que voilà, j'ai eu des expériences dans le monde de la finance. Notamment, j'étais sales chez Amundi sur les trackers, donc dans la gestion indicielle. Et j'ai comparé, en fait, tout simplement l'indice du Livex. Donc, c'est un indice vraiment imparfait parce que
il regroupe les fluctuations des 100 vins les plus échangés sur le marché secondaire. Et je me suis aperçue que sur moyen terme, il battait la plupart des grands indices boursiers qu'on connaît, comme le MSCI World, le Hang Seng, et que c'était même cet indice imparfait qui a des vins qui sont pas forcément, qui sont un peu plus volatiles que les grands vins français de manière générale, déjà avait de très belles performances et, et présentait un intérêt d'investissement. Et cet indice, il est financiarisé? On peut acheter de cet indice? Exactement, il y a un code Bloomberg, etc. Mais voilà, il y a des vins européens dedans. C'est un indice, c'est un indice quand même assez volatile par rapport à ce que nous on propose à nos membres d'acheter, de mettre, de garder en cave pour leur investissement personnel. D'accord. Et donc, bon, vous m'avez dit que votre domaine d'expertise, c'était les vins français, et vous restez uniquement sur le vin, ou vous allez sur des cognacs, des armagnacs et d'autres alcools typiquement français aussi Pas du tout. Pour l'instant, on est vraiment sur les vins. Donc, le champagne est aussi un vin. Donc, on est sur ce type de produit. Mais on s'y connaît uniquement sur ces vins-là. Et on n'aurait pas d'expérience on ne pourrait pas donner de conseils appropriés sur les armagnacs, sur les cognacs ou d'autres vins aussi français renommés. D'accord. Et vous avez une préférence ou plutôt une expertise plus importante sur le Bourgogne, sur le Bordeaux ou sur une autre région d'ailleurs? Bon, alors moi, c'est paradoxal, mais ma famille vient de Bourgogne, mais j'ai une expertise et des goûts plus prononcés pour Bordeaux et Saint-Émilion, tout simplement parce que j'ai fait la route des châteaux, j'ai des relations très particulières avec certains propriétaires de châteaux à Saint-Émilion. Et du coup, voilà, c'est pour l'instant les vins que j'affectionne tout particulièrement. D'accord. Et alors, vous m'avez aussi dit qu'au-delà du site, vous aviez monté ou participé à la création ou vous vous occupez du développement, au-delà du club, pardon, plutôt, vous vous occupez du développement d'un site que vous avez lancé récemment. Exactement. Alors, pendant le premier confinement, on a beaucoup moins voyagé et c'est vrai que les voyages, ça fait partie de notre quotidien. Donc, on s'est dit qu'on allait lancer un site de vente en ligne de vin qui s'appelle Château, alors château au pluriel, prestige.com et qu'on allait proposer non pas uniquement aux membres de notre club, mais à tout le monde nos sélections de vins. Donc, il y a on est surtout axé sur les grands vins français, mais on a aussi mis des petites pépites qu'on aime particulièrement et on aime aussi avoir ce service sur ce site en ligne de conseils, pouvoir donner des conseils personnalisés aux gens qui souhaiteraient commander des vins français, peut-être de Lisbonne, on ne sait pas. Alors, c'est un site où on ne peut que acheter ou alors c'est un site où on peut acheter, vous confier la garde pour revendre plus tard? Alors, sur ce site, c'est uniquement de l'achat livraison de vin. Mais c'est vrai qu'à côté, voilà, le club, c'est une conciergerie de luxe. On propose tout un panel de services vraiment sur mesure pour nos membres. Et du coup, cet achat de bouteilles, ces recherches de millésimes, de bouteilles rares, de gros formats, on peut le faire à travers le club, mais le site internet, c'est vraiment un site dédié à de la vente, La vente en ligne. Exactement. Et vous livrez partout en Europe, partout dans le monde Exactement. On livre essentiellement en France en ce moment, mais on peut totalement livrer en Europe, partout, au Portugal, en Espagne. On est en train de roder tout ça, mais pour l'instant, c'est opérationnel. D'accord. Et alors, par rapport à la pandémie, bon, on sait, ou en tout cas j'imagine, qu'une grosse partie du vin se consomme pendant les séminaires, dans les restaurants, dans les hôtels, dans les fêtes, dans les mariages, dans plein de choses. Donc la pandémie, elle a un petit peu restreint tout ça.
Donc, je pense que la consommation a été tirée vers le bas. J'ai lu les chiffres de la production. La production est restée stable. On a une suroffre et une surabondance de vin aujourd'hui. Comment bougent les prix? Ça dépend. Je dirais que pour les petits vins, c'est vrai que c'est les vins qui sont consommés tous les jours en grande quantité et c'est vrai que la production, elle est figée. Donc, on a sur le marché ces vins en grande quantité et qui ont des répercussions sur la valeur des petits vins. Sauf que nous, on est uniquement sur les grands vins français. Et c'est vrai que pandémie ou pas pandémie, restaurant ouvert ou fermé, les gens qui adorent le Dom Pérignon, qui adorent le cristal, qui aiment boire des bons vins à table, au contraire, pendant la pandémie, on a reçu de la part de nos membres du club beaucoup, beaucoup de demandes de ces vins. Et c'est vrai que nous, ça a été pour nous un booster. Et je pense que voilà, quand on reste sur des vins de luxe, il y aura toujours cette demande. Et que voilà, les vins espagnols, les petits vins italiens, c'est là où il va y avoir le plus de fluctuations. Et en ce moment, je pense qu'il y en a sur le marché. Il n'y a pas d'augmentation des stocks. Alors, il n'y a pas eu une augmentation des stocks dans les grands vins? Je pense que il y a dû y avoir une augmentation des stocks, mais nous, on est tellement par exemple, on peut avoir des demandes de millésimes rares, donc de toute façon, ils seront difficiles à trouver sur le marché. Voilà, plus on avance sur des millésimes aussi anciens, plus il y aura un effet rareté sur le marché et ces millésimes continuent à être recherchés. Enfin, on n'a pas vraiment été très affectés, nous, en tant cave de vin de luxe français par cette pandémie. Très bien. Alors, en 1 minute pour finir, parce que ça va être au tour de Marc Toiti. Donc, un code promo pour les auditeurs de la French Radio. Exactement. Avec une réduction. Alors, on a fait un code promo de moins 5% sur l'ensemble du site pour que vous puissiez avoir l'envie de découvrir les vins qu'on propose, peut-être nous demander des conseils. Donc, ça s'appelle en majuscule la French Radio accrochée. D'accord. Et voilà, n'hésitez pas à profiter, j'espère, des derniers jours de confinement pour vous laisser tenter par des nouveaux vins. Et même fêter, comme il se doit, le retour des dîners et des beaux jours. Très bien. Alors, pour les auditeurs, on mettra toutes ces informations sur le site de la radio, le code promo, l'adresse exacte du site, donc château-prestige.com, château au pluriel, prestige au singulier, c'est ça? Exactement. Voilà, et donc 5%. Eh bien, écoutez, Laetitia, je vous dis à bientôt. Il faudra revenir nous parler un petit peu plus d'un autre aspect, d'un fonds d'investissement. Je sais que dans votre groupe, il y a un fonds d'investissement sur le vin et peut-être faire une petite présentation un petit peu plus large du site, des vins et de vos possibilités d'envoyer. En tout cas, merci beaucoup pour ce partage de cette passion. Voilà, et on vous dit à très bientôt. Restez avec nous. Bonsoir. C'est maintenant au tour de Marc Toiti. Bonsoir Bernard. Comment ça va? Alors, le vin, vous êtes amateur? Oui, ça m'a donné soif tout ça. Alors, pour tout vous dire, je sors d'une réunion et je dois avouer que j'ai pris un petit verre de vin avant de venir. Voilà. Plutôt Bourgogne, plutôt Bordeaux? Un petit Cabernet Sauvignon, pour tout vous dire. Voilà. Allez, vous savez tout. Allez, super. Alors, je suis très sobre. Je vais pouvoir parler d'économie, ne vous inquiétez pas. Ouais. Alors, pour rentrer en matière, dans mon édito, j'ai parlé du retour de l'inflation et de la crainte de hausse des taux. Derrière, David Calfon m'a emboîté le pas en parlant aussi de cette potentielle hausse des taux que les marchés n'allaient pas apprécier. Où on en est là-dedans? Alors, où on en est? C'est plus une prévision, Bernard. C'est vrai que je l'avais annoncé il y a quelques mois ici même. C'est une réalité maintenant. C'est-à-dire que effectivement, l'inflation est en train d'augmenter. Alors bon, pas de panique, c'est pas de l'hyperinflation, on n'est pas à 10% d'inflation, mais j'ai fait justement une petite simulation sur ma chaîne YouTube, vous pouvez la voir si vous voulez, où j'ai pointé simplement le glissement annuel des prix du pétrole
et de l'indice également CRB. Vous savez, l'indice CRB, c'est toutes les matières premières confondues. Donc là, on est sur une hausse annuelle de l'ordre de 50% de l'indice CRB. Et donc, ça voudrait dire que si on projette l'inflation française, par exemple, sur cet indice CRB, qui est assez bien corrélé, on devrait avoir une inflation autour des 2,5% d'ici le printemps prochain. Donc, c'est demain, assez rapidement, d'ici l'été au plus tard, on peut avoir 2,5% d'inflation. Donc, ce n'est pas dramatique. Je pense qu'on aura la même chose aux États-Unis, voire un petit peu plus, puisqu'il y a plus de croissance. Mais c'est vrai que l'inflation augmente. Ça, c'est quand même la grande nouvelle de qui n'était pas du tout pricée. C'est-à-dire, c'était pas du tout, on était, rappelez-vous, dans justement une récession historique, donc plutôt dans la déflation. Là, le problème, c'est que comme on a une pénurie de matières premières et que la croissance mondiale quand même augmente, alors pas partout, mais elle augmente quand même, on va passer de moins 4% l'année dernière de baisse du PIB mondial à peu près plus 5% cette année. Donc, ça veut dire qu'il y a une demande, tout simplement, de matières premières qui est là. Mais comme les matières premières, justement, sont habituées sont inscrites sur un cycle très bas, de production très bas, il y a des pénuries de matières premières. Donc, c'est la règle de base de l'offre et de la demande. Eh bien, quand la demande est supérieure à l'offre, les prix ont tendance à augmenter. Il y a également un indicateur très important sur le fret des containers, le coût des frettes des containers. Et là, on a atteint un sommet depuis 2008. Donc là, c'est quand même, vous voyez, tout ça, c'est ce qu'il y a dans les tuyaux de l'inflation de demain. Donc, j'ai envie de dire que l'inflation, si vous voulez, c'est un peu comme le cholestérol. C'est-à-dire il y a la bonne et la moins bonne inflation. Quand vous avez une inflation qui est liée à la demande, on a une croissance forte, on a un taux de chômage faible, des salaires qui augmentent, l'inflation, c'est vraiment pas grave, c'est même plutôt bien. Le problème, c'est que là, l'inflation n'est pas due justement à la demande, elle est due justement à une augmentation des cours des matières premières. Et donc, pour nous, par exemple, nous les Français ou les Portugais, enfin, on va dire l'Europe au sens large, comme nous, on est toujours en récession, donc nous, on va se prendre de plein fouet l'augmentation de l'inflation. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, en Chine, en Inde, comme il y a une croissance forte, l'inflation peut être digérée. Par contre, comme chez nous, on est toujours en récession, eh bien, malheureusement, on va devoir subir cette inflation qui augmente. Et puis surtout, c'est, je dirais, le deuxième effet de cette inflation, c'est que ça va jouer, on le voit également, sur les taux d'intérêt, puisque depuis les 15 derniers jours de notre dernière entrevue, eh bien, vous l'avez peut-être suivi, le 25 février précisément, les taux d'intérêt français à 10 ans sur la dette publique française sont repassés en positif. Eh oui. Alors là, c'est de nouveau un tout petit peu négatif, mais néanmoins, c'est quand même une vraie tendance. Et là, le problème, c'est que, si vous voulez, le château de cartes s'effondre. Vous savez, le château de cartes du quoi qu'il en coûte. Vous savez, c'est la phrase magique d'Emmanuel Macron. Quoi qu'il en coûte. On nous dit, vous inquiétez pas, confinement, pas confinement, on va payer. Et derrière, c'est la BCE qui va financer. Or là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que malgré la planche à billets de la BCE, les taux d'intérêt augmentent. On a un exemple de ce qui va nous arriver, c'est la Réserve fédérale américaine. Aux États-Unis, malgré la planche à billets, malgré des taux d'intérêt à zéro, le taux à 10 ans américain, il est à 1,6%. Il était à 0,7 il y a quelques mois, quelques semaines. On est à 1,6%. Donc la hausse des taux longs, des taux obligataires, peut aller très vite. Alors, c'est vrai qu'aux États-Unis, il y a de la croissance, donc c'est normal que ça va plus vite. Mais comme chez nous, il y a de la récession, ça va un peu moins vite. Mais dès qu'on l'espère tous, on va sortir de cette pandémie dramatique, qu'on va retrouver un semblant de vie normale, entre guillemets, alors là, attention, on va avoir la réalité, ce que j'appelais le juste prix, si vous vous souvenez, il y a quelques mois, des taux d'intérêt. Et là, les taux d'intérêt vont augmenter. Donc, c'est un peu le paradoxe, c'est qu'on va tous être contents de sortir de la pandémie, mais si on sort de la pandémie, on va devoir retirer effectivement la perfusion de la planche à billets. Et donc là, les taux d'intérêt vont encore plus augmenter. Et c'est là où la dette publique qui a augmenté va nous coûter effectivement très cher. Mais si l'inflation monte et qu'elle génère une hausse des taux d'intérêt et qu'on reste toujours dans des taux réels négatifs, notre dette publique, elle aura toujours un coût négatif ou nul. Tout à fait. Le coût réel, effectivement, sera négatif ou nul. Après, le problème est de savoir si, encore une fois, comme je l'ai vu tout à l'heure, l'augmentation de l'inflation, pour moi, elle est temporaire. C'est-à-dire que, pour faire simple, si vous voulez, les taux d'intérêt des obligations d'État, c'est les taux d'intérêt monétaires. Donc là, on est à zéro, donc évidemment, on part de très bas, auquel on va rajouter ce qu'on appelle le coût d'opportunité. Ça veut dire plus on prête sur le long terme, plus effectivement on se sépare de l'argent sur le long terme, plus ça coûte cher normalement. Et surtout ce qu'on appelle des primes de risque. Donc si vous voulez, la différence entre les taux courts et les taux longs, c'est que c'est les taux courts plus des primes de risque. Il y en a trois. La première, c'est sur la croissance. Donc la croissance, c'est vrai qu'aujourd'hui, si on parle de ce qui se passe chez nous, elle est à zéro.
Donc la prime de risque, elle est limitée. Mais quand même, en moyenne sur l'année 2021, on aura une croissance autour des 2 à 3%, peut-être même 4%, alors que l'année dernière, on avait moins 8, si je prends le cas de la France. Donc, il y a quand même plus de croissance que l'année dernière. Donc, la prime de risque sur la croissance augmente un petit peu. Deuxième prime de risque, sur l'inflation. On vient d'en parler, elle va aussi augmenter. Ça ne va pas être dramatique, mais elle va quand même augmenter. Je fais une petite simulation, vous savez, empirique, avec une inflation à 2,5%, on devrait avoir des taux d'intérêt à 10 ans de la dette publique française autour des 1,5 à 2%. Et que bon, on en est loin, mais bon, ça peut arriver. Et surtout, le plus important, c'est que même si l'inflation, parce que c'est ma prévision, moi je pense que l'inflation va faire un pic, et après elle va se calmer, mais c'est surtout la troisième prime de risque que pour l'instant on ne voit pas, qui est la prime de risque sur la dette publique. Et cette prime de risque, pour l'instant, elle est complètement, on va dire, masquée par la planche à billets de la BCE, mais comme on a des dettes publiques qui vont flamber, qui ne cessent de flamber, maintenant cette prime de risque, on ne la voit pas. Donc ça va, là aussi, c'est une prime de risque qui est durable. Donc, même quand l'inflation va repartir un petit peu à la baisse, cette prime de risque va rester. Et donc, c'est pourquoi les taux longs vont augmenter. Alors, je ne vais pas dire qu'on va le monter à 2% sur le taux de 10 ans français, mais même si on monte à 1%, c'est un crack obligataire. Aussi peu pour faire un crack? Disons qu'on part de moins 0,4. Donc, quand on part de moins 0,4, vous montez à 1, évidemment, c'est un mini crack obligataire. On ne va pas faire peur aux auditeurs. Ce que je dis par là, c'est que le coût, si vous voulez, économique, déjà quand on avait des taux d'intérêt négatifs, on n'avait pas de croissance. Alors c'est ça le drame, c'est qu'au moment où la croissance va redémarrer, ma hausse des taux va limiter ma reprise. Donc c'est là où ça va effectivement être très douloureux, surtout le quoi qu'il en coûte du gouvernement français va être battu en brèche. Le château de cartes va s'effondrer. Donc, alors après, le problème, c'est de savoir est-ce qu'on va s'arrêter à 1%, est-ce qu'on va aller à 1,5%. Voilà. Tout le problème est là. Mais en tout cas, parce que je sais, j'entendais beaucoup me dire non, mais encore aujourd'hui, on me le dit tous les jours, hein, vous inquiétez pas, la BCE est là, elle fera tout, les taux ne remonteront pas. Regardez la semaine dernière, quand les taux d'intérêt sont passés au-dessus des zéros en France, la BCE est intervenue, le lendemain, c'était en négatif. OK, et ça ne durera pas éternellement. On l'a vu, on le voit en ce moment aux États-Unis. Donc, et ne l'oubliez pas, on en reparlera certainement d'ici là, en septembre 2021, on a les élections législatives allemandes. Là aussi, vous savez que les Allemands, le président de la Bundesbank aujourd'hui, il n'arrête pas de dire qu'il faut qu'on retrouve des taux d'intérêt normaux. Le président de la Bundesbank. Donc, il commence à préparer le terrain. Et quand Angela Merkel ne sera plus là, elle aura pris sa retraite, une retraite bien méritée, c'est clair que là, l'Allemagne sera plus réticente à laisser la BCE faire ce qu'elle veut en maintenant une planche à billets pléthorique qui, évidemment, est dangereuse à moyen terme. Donc, c'est ça. C'est quoi un taux d'intérêt normal du point de vue des Allemands? Alors, encore une fois, aujourd'hui, il y a une règle. Bon, il y a la règle de Taylor sur le taux d'intérêt monétaire, mais moi, j'ai une règle, on va dire, plus sur le taux d'intérêt des obligations d'État. Comme je l'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire je prends mes taux courts et je mets mes primes de risque. Donc, je mets mes prévisions sur 2021, donc sur effectivement l'inflation, la croissance, la dette publique. Alors, évidemment, dernièrement, ça n'a pas fonctionné parce qu'il y avait la planche à billets, mais si la planche à billets s'estompe un petit peu, alors là, on va retrouver des taux d'intérêt plus normaux, ça veut dire autour des 1,5, voire 2% sur les taux d'intérêt à 10 ans. Donc, ce n'est pas ma prévision, mais là, c'est votre question. C'est quoi le taux normal? Le taux normal, c'est ça. Alors, on ne l'aura pas parce que justement, je pense que la BCE va quand même réagir, elle ne va pas arrêter du jour au lendemain la planche à billets, mais ça serait le taux normal qu'on devrait avoir si jamais, effectivement, on avait une croissance qui remontait et on sortait de la pandémie. Donc, moi, je préfère sortir de la pandémie et avoir des taux d'intérêt à long terme qui augmentent que rester dans la pandémie et avoir des taux d'intérêt à long terme qui restent faibles. D'accord. Alors, je voudrais revenir sur le sujet des matières premières. Une des raisons de la hausse des matières premières, c'est que les capacités de production ont été fortement réduites à partir de mars 2020, quand on a été vraiment dans un confinement strict, mondial, dur, et que donc les besoins ont baissé. Maintenant, ces capacités de production, elles vont petit à petit se réajuster à la demande, puisque globalement, c'est vrai que nous, en Europe, on n'a pas de matières premières, mais quand on fait un peu le tour des pays qui ont des matières premières, ils ont tous un besoin fou d'argent, et donc ils produisent parce qu'ils ont besoin de vendre et ils ont besoin d'encaisser. Même si on a vu quelque chose d'un peu inhabituel avec l'Arabie Saoudite, qui n'a pas monté ses quotas et qui a préféré laisser le baril
bien remonter sans dire au marché qu'elle allait remonter ses quotas. Mais pour les autres matières premières, c'est essentiellement, arrêtez-moi si je me trompe, l'Afrique. Et l'Afrique, elle a un vrai besoin d'argent et il faut que ça rentre. Donc, il faut produire. Oui, tout à fait. Non, mais encore une fois, le problème, c'est que les matières premières, il y a une sorte d'inertie à la production. Ça veut dire qu'une fois que le cycle de production s'est ajusté à la baisse, bien sûr que ça va remonter, c'est évident, et ça va prendre du temps. Vous voyez, et c'est la même chose à la baisse, c'est-à-dire que ça a pris du temps également à s'ajuster. Donc, c'est les marchés à terme, d'ailleurs, qui avaient surréagi l'année dernière, finalement, ça a mis du temps à s'ajuster. Là, effectivement, la difficulté, c'est que, d'ailleurs, pourquoi tout à l'heure je l'évoquais, je ne crois pas à un risque d'hyperinflation, on va monter à 6% ou 10% d'inflation, parce que justement, ça va s'ajuster, mais ça va prendre du temps. Tout le problème de cette inflation, encore une fois, c'est ce que j'ai appelé, je crois chez vous d'ailleurs notamment, mais bon, je l'ai un peu dit partout, la reprise en K. La reprise en K, ça veut dire que vous avez le haut du K, vous avez des entreprises, des pays, des secteurs qui s'en sortent bien, et puis le bas du K, vous avez malheureusement des pays, des secteurs, des zones, des entreprises qui ne s'en sortent pas. C'est pire qu'avant. Donc c'est un peu ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, si on avait tous la même reprise, on pourrait se dire, bon, ben, on a une inflation normale et on va la gérer. Là, le problème, c'est qu'on a une reprise complètement disparate. On a eu encore la semaine dernière les indicateurs des directeurs d'achat qui ont bien montré que les États-Unis, ça va très bien, l'Inde, ça va très bien, la Chine, ça ralentit un peu, mais comme ça allait très bien avant, c'est pas trop grave. Ils ont toujours fait des excédents commerciaux encore records. On a vu 103 milliards de dollars au mois de février, un record historique. Donc vous voyez, ces pays-là résistent bien. Et à côté de ça, alors, on peut mettre l'Allemagne également au milieu. Puis après, vous avez les autres pays qui, pour l'instant, sont quand même toujours très mal, et notamment donc, la zone euro dans son ensemble, et évidemment la France. Donc, c'est ça le problème, c'est que nous avons une situation où aujourd'hui, bon, le Portugal aussi est un peu au même niveau que la France en termes de croissance. Donc, tout ça pour dire que cette inflation, elle va nous faire mal à nous. Parce que quand effectivement on a une croissance forte, on peut absorber le choc inflationniste. Quand il n'y a pas de croissance, là, c'est excessivement douloureux à supporter. D'accord. Et pour le transport, c'est-à-dire que bon, le prix des conteneurs a fortement augmenté. On est venu en niveau record. Est-ce à dire que pendant le confinement strict, on a détruit des capacités de transport? Ou puisque on a fait, je crois, moins 4 plus 5 ou moins 5 plus 4, mais en réalité, on est toujours un peu en dessous encore du niveau record avant la pandémie. Donc, on aurait détruit des capacités de transport ou c'est comme les matières premières, c'est long à remettre en… Non, en termes de capacité, effectivement, ça prend un peu de temps. Par contre, en termes de prix, encore une fois, le prix aujourd'hui, il est sur un sommet depuis 2008. Hein, si on prend ce qu'on appelle l'indice ARPEX, donc du coût des fret des containers, des porte-containers, on est sur un sommet depuis 2008. Donc ça veut bien dire qu'aujourd'hui… C'est depuis la crise bancaire qu'on n'avait toujours pas rattrapé le sommet? Mais non, toujours pas. Non, on avait remonté, puis on était reparti à la baisse. Et là, donc, on retrouve un sommet bien avant la pandémie, parce que c'était 2008. Et ça vous inspire quoi, ça? Ça, c'est très dangereux. Ça veut dire que tout ça, si vous voulez, ce n'est pas encore dans les prix à la production. Et là, je vois beaucoup, par exemple, aujourd'hui, beaucoup d'entreprises, des secteurs qui s'en sortent bien. Par exemple, dans l'alimentaire, on n'en a pas parlé, mais les prix du blé, par exemple. Les prix du blé, aujourd'hui, ont augmenté depuis le plus bas de l'année dernière de 36%. Donc, vous voyez, ce n'est pas que des matières premières, on va dire, du pétrole, c'est des matières premières alimentaires également. Et là, c'est très dangereux parce que, justement, ces matières premières alimentaires, c'est des populations. Là, vous parlez de l'Afrique, vous parlez des pays en voie de développement ou même émergents. Quand les prix des matières premières augmentent, c'est très douloureux, c'est très dangereux. Vous voyez, parce que ça peut générer des tensions sociales et sociétales. Ça, c'est effectivement extrêmement dangereux. Donc, c'est ça le tout problème, c'est que, encore une fois, c'est comme ça qu'on fait des prévisions. Hein, vous voyez, on met effectivement les prix à la consommation de demain et dans les tuyaux, on met ce qui était aujourd'hui. C'est-à-dire que voilà, l'indice ARPEX, l'indice CRB, l'indice du pétrole, l'indice du blé, tout ça, si vous voulez, il y a une sorte de décalage sur les prix à la consommation de 3 à 6 mois. Donc, on ne le voit pas encore dans les prix, mais on va le voir. Et on va le voir dans les prochains mois. Donc, c'est ce qui va faire que l'inflation, malheureusement, va encore augmenter. Donc, c'est pour l'été, pour les vacances? Oui, un peu. Moi, je pense avant. Je pense que d'ici le printemps-été, ça va être là. Alors après, évidemment, on n'a pas parlé, mais il y a également le plan Biden qui a joué, c'est-à-dire le plan de relance aux États-Unis. Et là, ce qu'on appelle une politique procyclique. Ça veut dire que l'économie américaine,
et a déjà retrouvé le chemin de la croissance soutenue. On sera autour des 3%, je pense, en glissement annuel dès le premier et deuxième trimestre 2021, donc c'est plutôt pas mal. Mais Biden a dit, bon, mais comme je l'ai promis dans ma campagne électorale, je fais un plan de 1 900 milliards de dollars. Donc, le danger, c'est que vous allez en mettre trop. Voyez, et donc, les Américains n'ont pas besoin de cette croissance trop forte. D'autant qu'ils sont en train de sortir de la pandémie, parce qu'il y a beaucoup de vaccins, effectivement, qui sont pratiqués aux États-Unis. Ils sont en train de sortir progressivement. Donc, là aussi, moi, je pense que c'était une erreur de faire ce plan de 1 900 milliards de dollars. On va mettre trop, justement, d'essence dans le moteur, entre guillemets. Donc, attention, on risque de le noyer. Hein. Et donc, c'est ça aussi qui peut faire de l'inflation. C'est que quand je vais avoir l'inflation par donc les prix des matières premières et aussi l'inflation par la demande aux États-Unis. Voyez. Et donc, le problème, c'est que la Réserve fédérale américaine, même si elle est très sympa, hein, Jérôme Powell est quelqu'un de très gentil, donc c'est ce qu'on appelle une colombe, hein, c'est-à-dire il ne va pas vouloir augmenter les taux d'intérêt comme ça, sauf que quand l'inflation hors énergie et produits alimentaires, elle va atteindre 2,5%, c'est-à-dire d'ici l'été prochain, il va être bloqué. Il ne pourra plus maintenir la planche à billets, et puis ce qui va réussir à maintenir les taux d'intérêt à 0%. Et même pour la BCE, parce qu'il ne faut pas oublier qu'à la BCE, et on a tous justement ce qu'on appelle les faucons, entre guillemets, en un seul mot, bien sûr, hein, nos amis allemands, les Pays-Bas, Autrichiens, les Finlandais qui disent attention, oulala, l'inflation, c'est 2%. C'est l'objectif de la BCE. Donc si je dépasse mes 2%, qu'est-ce que je fais? Je maintiens ma planche à billets? Je maintiens mes taux d'intérêt à zéro? Ça va générer des grosses discussions. Et comme Mme Lagarde, que j'aime beaucoup, mais elle n'a pas évidemment, c'est pas Mario Draghi, quoi. C'est pas une banquière centrale. Elle va avoir du mal à tenir ses troupes. Hein. Donc s'il y a des tensions qui arrivent, elle va avoir du mal à maintenir effectivement la politique ultra accommodante de la BCE. Donc c'est ça qu'il faut penser, c'est-à-dire que le monde, vous m'avez dit oui, rappelez-vous, hein, je crois que même vous Bernard, vous m'avez posé la question, est-ce qu'on ne va pas avoir une situation à la japonaise, on va japoniser l'économie? Ben oui, mais non, parce que le Japon, c'est une économie fermée, c'est une économie à part, entre guillemets. Le monde, ce n'est pas le Japon. Vous comprenez? Donc là, on est en train de le vivre. Au Japon, vous voyez, même aujourd'hui, on parle, malgré la hausse des coûts des matières premières, il y a encore de la déflation. Vous voyez, ça ne se compare pas. Vous comprenez? Donc, voilà, ça, ce n'était pas du tout dans les tuyaux. Voilà. Donc ça, c'est effectivement quelque chose qui est en train d'arriver. Alors, j'espère qu'il n'y aura pas de dérapage inflationniste. Je n'y crois pas pour l'instant, mais quand même si on a 2,5% d'inflation ou 3%, ce n'est pas grave. Mais c'est quand même l'objectif de la BCE ou de la Fed qui n'est pas respecté. Donc, il faut réagir. Donc là, la BCE, enfin les banques centrales, on va dire au sens large, sont pris à leur propre piège. Elles ont dit, on lâche, parce qu'il n'y a pas d'inflation. Oui, mais maintenant qu'il y a de l'inflation, qu'est-ce que vous faites? Et donc là, il y a un problème de crédibilité également des banques centrales. Donc, vous voyez, je pense que, je ne veux pas faire peur, mais on a eu la crise sanitaire. Je pense qu'on est en train d'en sortir. Et tant mieux, ce n'est pas trop tôt. On en a marre de cette dictature des médecins. Il faut s'en sortir. Hein. Mais maintenant, c'est la vraie crise qui arrive. La crise économique, la crise financière. Parce que jusqu'à présent, on n'a rien vu. C'était effectivement dramatique. Mais on a dit, ce n'est pas grave. Quoi qu'il en coûte. Et j'aime bien cette phrase. Quoi qu'il en coûte. Ça ne veut rien dire, ce quoi qu'il en coûte. Parce que c'est maintenant que ça va coûter. Vous voyez? Donc, tant qu'effectivement, on était dans la psychose de la maladie, bon, on se dit, bon, ben, on n'a pas le choix. Et maintenant que, heureusement, on en sort, hein, et ben, à ce moment-là, il va falloir payer. Donc, c'est là où on va payer quoi qu'il en coûte. J'ai envie de reprendre le parallèle que vous faisiez tout à l'heure. On sort de la pandémie, qui est quelque chose qui a quand même été quelque chose d'ultra compliqué à gérer. Oui, ça l'est encore. Ça l'est encore. Et je ne suis pas sûr qu'on l'ait bien géré. D'abord, je suis persuadé qu'on l'a mal géré collectivement. Et après, je suis loin d'être sûr qu'on l'ait bien géré au niveau de notre pays en France. Mais si on rentre dans une bonne vieille crise, un petit peu comme vous disiez, l'inflation, les banques centrales, elles savent lutter contre l'inflation. Voilà, on va rentrer dans une bonne vieille crise à l'ancienne, inflation, on sait lutter, on sait faire ça. 1 an de difficile, 2 ans de difficile. Ben non, là, je vous vois tourner la tête et me dire non, stop. Alors allez-y, je vous écoute. Non, je vais vous dire, le problème, c'est que on sait, vous l'avez bien dit, Bernard, on sait gérer une crise à la fois. Vous voyez, c'est-à-dire que, voilà, effectivement, on a eu la crise, le crack Internet, le 11 septembre 2001, la crise des attentats, le Lehman Brothers, etc. Là, maintenant, la pandémie, voilà. Une crise à la fois, ça se gère. Mais quand on a plusieurs crises à la fois, c'est ça qui est dangereux. C'est pour ça que je n'ai pas arrêté, parce qu'on m'a dit, oui, vous êtes un empêcheur de tourner en rond. Pas du tout. Moi, je n'ai pas arrêté de sensibiliser sur toutes ces bulles. Parce que quand on a une bulle à gérer, ça va.
Et quand on a une bulle boursière, une bulle obligataire, une bulle immobilière, enfin des bulles immobilières, les bulles des crypto-monnaies, enfin tout ce qui s'ensuit, etc., on a l'impression que l'argent tombe du ciel, mais ça, c'est pas la réalité. Donc, c'est ça qui m'embête, c'est que la pandémie, elle est en train de s'estomper, mais elle ne va pas s'arrêter du jour au lendemain. Il faut pas non plus rêver, hein, je veux dire. Et puis bon, le gros problème, c'est qu'on a eu une atteinte à nos libertés. Alors en France, au Portugal, on a été protégés, mais il y a des pays que je ne nommerai pas, qui ont été liberticides. On a eu des atteintes à la liberté. Ça va laisser des traces, tout ça. Vous voyez? Donc, à partir du moment où on a déjà cette psychose, plus derrière le problème, je dirais, économique, plus le problème financier, c'est ça, c'est les trois crises en même temps, moi, qui me posent problème. Une crise à la fois, on s'est géré, vous l'avez dit, il y a les banques centrales, ça va, mais plusieurs crises à la fois, et c'est là où j'en veux, excusez-moi, hein, j'en veux à nos dirigeants qui ont tout lâché, qui n'ont pas été à l'auteur de la situation. Ce qui compte, ce n'était pas penser uniquement à la pandémie. Et je l'ai dit à Bruno Le Maire à plusieurs reprises, notamment, et pas qu'à lui, je dis attention, gardez des cartouches pour la sortie de crise. C'est vrai qu'il y avait le feu, il faut éteindre le feu, mais il faut garder des cartouches pour justement reconstruire. Là, le problème, c'est qu'au moment où il faut la reconstruire, on n'a plus de cartouches. Alors, comment on fait? Voilà. C'est ça. Et malheureusement, ma crainte, c'est que vous allez avoir des pays, justement, qui ne sont pas les plus sympas, type la Chine, qui vont être des gagnants de la crise. Parce que justement, eux, ils ont des cartouches. Ils ont des réserves de change, ils ont 3200 milliards de réserves de change, ils ont de quoi faire. Pour en revenir à la Chine, vous parliez d'un record d'exportation et surtout d'un record de la hausse des exportations. Ces exportations, c'est l'augmentation mondiale de la Chine dans l'ensemble des pays où on a à nouveau une très forte hausse des exportations vers l'Europe, les États-Unis Non, dans le monde entier. Non, c'est ça qui est fou. C'est qu'il y a deux choses. Quand vous regardez le commerce extérieur, vous avez bien sûr les exportations et les importations. Ce qui est incroyable au mois de février, c'est que les importations chinoises aussi ont augmenté. Ça veut dire qu'il y a une dynamique interne chinoise qui est bonne. Vous avez les exportations en glissement annuel, écoutez bien ce chiffre, plus 60% de hausse des exportations chinoises. Je n'ai jamais vu. Ça, c'est quelque chose de fou. Donc, on n'a rien compris de cette crise. C'était dans le vieux de mon livre Reset. J'avais dit, dans ce livre, j'ai dit, je le maintiens encore, il faut faire un reset avec la Chine. Il faut dire aux Chinois, vous êtes à l'origine de cette pandémie, on ne sait pas ce qui s'est passé, peut-être on ne le saura jamais. Donc maintenant, il faut qu'on nous impose des règles démocratiques, des règles sanitaires, peut-être pas même des droits de douane, etc. Et en fait, rien du tout. Et c'est ça le problème. Imposer des règles démocratiques à la Chine, vous y croyez ou vous dites ça comme ça parce que… Non, j'y crois. Non, mais le seul moyen de le faire, c'est qu'on ait une union États-Unis-Europe. C'est le seul moyen, mais on n'y arrivera pas, malheureusement, on n'y arrivera pas. Et puis moi, je pense qu'on ne peut pas imposer la démocratie à un pays. C'est le pays en lui-même qui doit le choisir. Les Chinois, aujourd'hui, vous parlez aux Chinois, ils sont très contents de ce qui se passe. C'est-à-dire, ils n'ont pas de liberté, mais bon, comme le niveau de vie augmente, tout va bien. À partir du moment où la Chine n'est plus en croissance forte, c'est là où les Chinois vont se rebeller. Et donc, on ne pourra jamais imposer la démocratie à la Chine. C'est aux Chinois de le faire. C'est la grande erreur des Américains depuis des décennies et des décennies. Ils croient qu'en arrivant avec leur armée, ils vont imposer la démocratie dans certains pays. Non, ça ne marche pas comme ça. C'est au peuple de demander la démocratie. Donc le problème avec les Chinois aujourd'hui… Aujourd'hui, en regardant ce qui se passe avec la pandémie, vous n'avez pas peur que ce soit un peu le contraire ? Qu'on est en train de perdre des libertés et nous sommes en train de perdre de la démocratie et d'avoir des États. J'entendais un politique israélien parler d'une démocratie illibérale. Non, mais je veux pas être méchant, mais oui, bien sûr. C'est tout ce qui se passe aujourd'hui. Vous mettez les gens dans des hôtels, vous les empêchez de sortir, dans des hôtels, vous les confinez. C'est une atteinte à nos libertés. C'est nous qui allons devenir des Chinois. Non, mais j'espère. Non, mais ce monde, Bernard, il est horrible. Arrêtez. Bernard, calmez-vous. Calmez-vous, Bernard. Non, c'est horrible. Non, je ne veux pas de ce monde. Non. Je pense qu'aujourd'hui, justement, c'est là où on va voir si on a des dirigeants à la hauteur. C'est là où on va voir si on a des Churchill ou des Chamberlain. C'est-à-dire que les gens qui vont justement voir s'ils ont une vision du monde sur le futur ou pas. C'est ça. Et donc, le vrai enjeu aujourd'hui, là, moi, je pense qu'il y a quelque chose qu'il ne faut jamais sacrifier, c'est la liberté. Je pense et là, on le voit aujourd'hui, je pense qu'effectivement, la France a fait d'énormes erreurs. J'étais le premier à les dénoncer sur les vaccins, sur les masques, etc. Bref, mais on met la liberté sur un piédestal. Moi, je pense que ça doit pas… On ne se rend pas compte la chance qu'on a de vivre en France. Moi, je peux vous le dire, ou en Europe.
où on met la liberté en avant. Parce que quand vous voyez ce qui se passe dans d'autres pays où on met à mal votre liberté, c'est inadmissible. Vous comprenez? Donc, on a une chance incroyable. Donc, moi, justement, j'espère que la liberté va le gagner. Je suis peut-être un petit peu, c'est là où je retrouve mon optimisme. C'est-à-dire que moi, je rêve que cette pandémie, elle va nous ouvrir les yeux et on va dire le monde libre, justement, les États-Unis, l'Europe, etc. On va justement dire aux Chinois, ben non, maintenant, ça va plus être comme avant. On va moins vous acheter parce que maintenant, vous allez avoir moins de business chez vous. Donc, le niveau de vie va moins augmenter et là, les Chinois, ils vont se rebeller. Parce que, pourquoi les Chinois ne se rebellent pas? C'est une grande question. C'est une dictature, il n'y a pas de liberté de parole, il n'y a rien, il n'y a pas de liberté, on vous enferme, on ne sait même pas ce qu'on fait de vous et on ne vous dit rien. C'est quand même incroyable. Oui, pourquoi? Parce qu'il y a 15-20 ans, il y avait 100 millions de Chinois qui vivaient correctement. Aujourd'hui, il y a 600 millions de Chinois qui vivent bien, qui ont vu leur niveau de vie augmenter. C'est magnifique. C'est ce que je veux dire. Donc, tant que vous avez ça, vous vous dites, bon, bah, c'est pas grave, j'ai moins de liberté, mais je vis mieux. Donc, vous dites, why not? À partir du moment où ce n'est plus le cas, alors là, ça ne marche plus. Vous voyez? Et moi, je peux vous dire que j'ai discuté beaucoup avec des dirigeants chinois et eux, ils savent très bien ça. Ils savent que ce qui tient justement la dictature, c'est le niveau de vie qui augmente. À partir du moment où le niveau de vie n'augmente plus, ils ne pourront plus tenir la dictature. C'est ce que Donc, disaient c'est les là Romains. qu'est notre rôle. C'est ce que disaient les Romains. Le peuple a besoin de pain et de jeu. Alors, voilà. Non, c'est là où est notre rôle à nous. Une dernière question avant de passer la parole à Maël Toledano parce que là, on a fait le tour du monde. De Weddings. Il y a le président de Veolia qui a fait envoyer des assignations d'huissiers à quelques économistes qui ont dit publiquement qu'ils ne trouvaient pas que c'était une bonne idée le rapprochement Veolia-Suez. Alors, moi, je ne veux pas que vous receviez un commandement d'huissier. Je vais juste vous demander de réagir, non pas sur le rapprochement entre Veolia et Suez, mais c'est quoi un peu ces manières d'envoyer des commandements d'huissier aux économistes? Non, mais écoutez, non, mais moi, je pense que si vous voulez, moi j'ai toujours été, pour moi, j'ai toujours mis en avant la transparence, l'honnêteté. Je pense que c'est le plus important. Et c'est vrai que quand vous avez des économistes, je ne vais pas donner de nom parce que ça serait être méchant, mais qui étaient contre justement le projet de. Parce qu'il faut être honnête, le projet de fusion Veolia-Suez, bon, bah, si on veut créer un champion français, c'était ce qu'il fallait faire. Parce que bon, après, on rentre dans le détail, mais voilà, juste l'idée pour faire face, justement, les énergies de demain, sur justement le traitement des déchets, etc. Il faut un champion français, parce que je veux dire. Donc là, on avait la possibilité d'en avoir un. Et donc, on dit, bah non. Donc, il y avait des économistes qui disaient, non, mais non, ça ne sert à rien. Mieux vaut que ce soit un fonds d'investissement qui achète Suez que Veolia. Donc, et ils disaient, oui, il n'y a pas de projet. Et après, on a découvert que ces économistes étaient payés par, justement, on ne va pas dire qui, mais bon, vous avez compris, pour dire justement que le projet n'était pas bon. C'est inadmissible. Et en plus, certains économistes, je ne vais pas donner de nom, encore une fois, ce n'est pas la première fois qu'ils ont fait ça. Ils avaient déjà fait ça dans d'autres cas. Donc, voilà. Ça, c'est le problème. Moi, j'ai toujours été justement hors cadre, hein, comme vous le savez, au niveau des économistes. Moi, je suis complètement indépendant. Je ne suis pas, entre guillemets, je ne veux pas être du sérail. Vous savez que j'étais chef économiste de la Banque Populaire Natixis pendant des années, mais j'ai toujours été complètement indépendant. Et je peux vous dire, je pourrais vous raconter, ça pourrait faire l'objet d'une émission, combien de politiques, etc., ont voulu faire pression sur moi pour que je dise ça. Je n'ai jamais cédé aux pressions. Donc, voilà. Je pense qu'il faut aussi un peu faire preuve de transparence. Et puis, bon, il y a beaucoup d'économistes qui ne sont pas tout à fait complètement transparents. Et donc, c'est dommage. Maintenant, bon, c'est la vie. Voilà. Mais l'important, c'est que tout sorte finalement. Voilà. Donc, faut être. Moi, je pense que la grande leçon de l'économiste, si vous voulez, je le dis depuis des années, j'ai formé des dizaines d'économistes, c'est l'humilité. Voilà. On peut se tromper, voilà, mais l'important, c'est de baser ses prévisions sur la réalité économique, sur la transparence et croire à ce qu'on dit. Parce que je veux dire, si quelqu'un vous paye et vous dit voilà, je vous paye et vous allez dire ça, et que vous le dites, c'est inadmissible. C'est inadmissible, comprenez? Donc voilà, je pense que si on avait tous cette déontologie, ça serait formidable. Ok, merci pour ces paroles d'incorruptible. On se revoit dans 15 jours pour une nouvelle émission. Bonsoir Marc et à très bientôt. Bye. Au revoir. Bientôt. Bye. C'est maintenant au tour de Maël Toledano et Julien Milinkiewicz de Weddings qui vont continuer leur série sur l'impatriation. Et ce soir, vous allez nous parler de l'impatriation en Israël. Julien, il faut réactiver votre micro. Voilà. Et donc, Israël est un pays qui fait beaucoup parler de lui aujourd'hui pour la vaccination. Et il a aussi une règle d'impatriation, donc qui permet aux gens de venir dans le pays en offrant des avantages. Donc, c'est notre quatrième pays dans la liste. On est ravis de vous retrouver, Julien. Et c'est Maël qui va vous interroger. Donc, c'est à vous.
Merci, bonsoir Bernard. C'est vrai que c'est le quatrième pays. Alors, il faut savoir qu'il y a beaucoup eu de départs en Israël ces dernières années. C'est souvent pour des raisons personnelles, ce sont des raisons religieuses, familiales, parfois de peur. C'est un phénomène qui s'est beaucoup accéléré ces dernières années suite aux attentats que nous avons connus en France. Il faut savoir que la France, c'est un des pays qui exporte le plus de Français en Israël, si je peux le dire de la sorte, avec les États-Unis et la Belgique. Bon, finalement, peu importe la motivation, de tous les régimes que nous avons pu aborder ces derniers mois avec Julien, et de tous les pays que nous avons pu vous présenter, c'est vrai qu'Israël, pour nous, c'est le plus grand changement de vie finalement, car c'est le Proche-Orient, et donc ce n'est pas le confort à l'européenne que l'on peut connaître. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles la délocalisation en Israël, elle engendre également quand même beaucoup de retours. Il y a beaucoup de délocalisés finalement qui font le chemin inverse. Alors pour des raisons diverses et variées, hein, la façon de vivre, l'économie, la culture, la langue. Donc il y a quand même, ça ne rencontre pas toujours un franc succès. La particularité finalement de cette impatriation, elle tient quand même au caractère religieux, il faut le préciser, puisque pour bénéficier de tous ces avantages, il faut être de confession juive. Donc je vous propose tout de suite peut-être d'en voir les caractéristiques avec donc, mon collègue Julien Milinkiewicz. Julien, la parole, à vous. Bonsoir Bernard, bonsoir Mel, bonsoir à tous. Effectivement, auparavant, la charge fiscale constituait quand même un obstacle important pour un retour des Israéliens dans leur pays. Et c'est vrai que dès 2007, Israël a voté la fameuse loi 168 destinée à attirer ou les anciens citoyens, les citoyens de retour, donc c'est-à-dire des personnes qui étaient nées en Israël et qui avaient quitté Israël pendant une durée minimale de 10 ans et donc qui rentrent pour, entre autres, pour pouvoir bénéficier de ce régime. Et puis, comme vous l'avez dit, Maël, l'ensemble des personnes qui font leur alia, c'est-à-dire des personnes, des ressortissants français, belges, beaucoup d'Américains ou de Russes, qui sont de confession juive et qui viennent s'installer en Israël et qui profitent donc à cette occasion du régime DOD. Alors, quand vous vous installez en Israël, contrairement à ce que pensent parfois certains de nos clients, vous avez un certain nombre d'avantages fiscaux, mais vous n'avez pas des avantages fiscaux sur l'ensemble de vos revenus. C'est l'ensemble des revenus qui sont générés en dehors de l'État d'Israël, qui vont être exonérés d'impôts en Israël pendant une durée de 10 ans. C'est par exemple les loyers. Vous avez un bien immobilier locatif en France, vous faites votre alia, ou vous êtes un citoyen de retour en Israël, vous serez exonéré sur l'impôt en Israël sur ces revenus qui sont générés par ce bien locatif situé en France, et ce pour une durée de 10 ans. Pareil pour les dividendes, vous avez des actions françaises, l'ensemble des dividendes que vous percevez vont être exonérés en Israël parce que vous êtes au Léradash et que vous bénéficiez donc de ce régime avantageux pendant une durée de 10 ans. Le premier point d'attention, c'est de dire que vous vous installez en Israël. Si vous respectez les conditions, vous allez être exonéré au titre de l'impôt sur le revenu en Israël, mais exclusivement pour les revenus passifs qui vont être générés en dehors de l'État hébreu. Ça, c'est déjà un point très important, puisqu'on voit qu'on est exonéré sur ces revenus passifs en Israël et en dehors d'Israël, ce qui n'est pas toujours le cas de tous les régimes que nous avons pu vous présenter. Ça, c'est un avantage quand même considérable. Vous pouvez peut-être nous parler un petit peu également d'autres avantages ? Oui, vous avez cet avantage sur l'exonération des revenus passifs, mais vous en avez d'autres. Quand vous êtes au Léradash et que vous travaillez, et que vous exercez une activité salariée en Israël, vous allez être imposable. Vous n'êtes pas dans le cadre du régime avantageux de l'impatriation, vous allez être imposable à l'impôt sur le revenu en Israël. Par contre, vous allez bénéficier, durant les 3 premières années et demie de votre installation en Israël, d'un certain nombre de déductions fiscales sous forme de points de dégrèvement. Et ce qui est un peu original, c'est que ces points de dégrèvement, vous pouvez les utiliser qu'une fois dans votre vie. Donc, c'est vraiment durant les 3 premières années où vous êtes de retour en Israël que vous allez pouvoir bénéficier de ces points de dégrèvement sur votre impôt sur le revenu, sur l'activité salariée ou l'activité indépendante qui est exercée en Israël. Et puis, vous avez plus largement, au-delà de l'aspect fiscal, un certain nombre d'autres avantages qui sont réservés dans ce cadre du régime Olim. C'est un rabais hypothécaire sur le taux de prêt, c'est un rabais sur la taxe foncière, c'est même, suivant les cursus,
des frais de scolarité qui sont réduits jusqu'à l'âge de 23 ou 27 ans pour vos enfants. Donc, on va dire qu'on est sur un régime particulièrement avantageux et attractif et qui a un panel assez large. Oui, et puis comme pour tous les régimes avantageux, c'est vrai que le fisc français est aux abois et il y a 3 agents du fisc français qui sont basés en Israël et qui surveillent bien si la délocalisation est réelle. Alors, il faut savoir que pour la France, hein, en l'occurrence, on parle souvent d'un article qui place le centre de vos intérêts économiques et familiaux. Et c'est vrai que généralement, nous, on conseille à nos clients de vendre la résidence principale pour pouvoir s'installer en Israël, puisqu'en Israël, on ne paye pas d'impôts. Et du coup, les impôts français peuvent remettre souvent cela en cause, hein, puisque finalement, vous habitez moins de 6 mois en Israël, vous ne payez aucun impôt en Israël ni en France, mais vous vivez dans les faits en France. Donc là, c'est un point important. Il y a quand même d'autres avantages, et ça va vous plaire, Bernard, d'autres avantages, notamment en termes d'IFI. Je vous laisse les présenter, Julien. Effectivement, vous n'avez pas d'impôt sur la fortune ou pas d'ISF en Israël. Alors, je ne dirais pas que l'ISF est une spécificité française parce qu'il existe aussi dans d'autres pays. Hein. Au Luxembourg, par exemple, en Espagne, il avait été supprimé. En Belgique, il parle de le réintroduire sous la forme d'une taxation sur les comptes titres. Néanmoins, quand vous êtes résident en Israël, vous n'êtes pas imposable sur l'IFI. Par contre, attention, et c'est aussi un point d'attention, vous êtes imposable sur l'IFI sur les biens immobiliers que vous conservez en France. Si vous avez de l'investissement immobilier locatif en France, si vous avez un pied-à-terre à Paris ou sur la Côte d'Azur, vous continuerez à payer de l'impôt sur la fortune immobilière sur ce patrimoine immobilier qui est situé en France, pas en Israël, puisque l'IFI n'existe pas. Autre avantage aussi, c'est pas de droit de donation, pas de droit de succession en Israël, pas de droit de succession dans l'État hébreu, ça n'existe pas. Par contre, il faut être aussi, là c'est pour le coup une vraie spécificité française, lorsque vous partez en Israël et que vous laissez vos enfants en France, quand bien même vous n'avez pas de droit de succession en Israël au moment de votre décès, vos enfants en France seront quand même imposables au droit de succession français. C'est l'imposition suivant le lieu de résidence des héritiers. Et là, pour le coup, comme je le disais, on est vraiment dans une spécificité française qui existe quasiment nulle part ailleurs. Vous n'avez pas d'autres pays qui imposent les héritiers du fait de leur lieu de résidence parce qu'ils reçoivent une succession. Ça existe en France, donc attention, vous êtes en Israël, vous n'êtes pas imposé au droit de succession, il n'existe pas. Par contre, vos enfants conserveront et continueront à être imposés en France au moment du décès, au moment de votre décès, parce qu'ils résident en France. Donc là, un point d'attention aussi à avoir à l'esprit quand on s'expatrie. Donc finalement, si je devais conclure, je dirais que c'est un pays où on est peu fiscalisé, où il fait beau, et en plus, on a la chance de pouvoir être vacciné facilement. Ça sera pour moi le mot de la fin, Julien, peut-être une conclusion? Effectivement, on a parlé beaucoup ces derniers mois d'un certain nombre de régimes très connus, l'Italie, le Luxembourg bien sûr, mais on voulait vous parler cette fois d'un régime d'impatriation un petit peu moins connu, un petit peu plus original, mais on le constate, Maël et moi, dans notre activité au quotidien, qui a son succès. Merci beaucoup pour cette expertise et cet éclairage. Donc, comme d'habitude, on vous reverra non pas dans 15 jours, mais le mois prochain pour un nouveau pays ou un nouvel éclairage sur la fiscalité. Et il faut que vous éteigniez vos autres sources. Voilà, encore un peu de problème à la radio, mais promis, vous deviendrez un vrai professionnel de la radio d'ici peu. Merci beaucoup, Julien. Au revoir. C'est maintenant au tour de Grégoire Linder de Reiser pour son projet du jour. Bonsoir, Grégoire. Bonsoir, Bernard. Bonsoir à tous. Comment allez-vous? Très bien, merci. Alors, je vais me permettre d'introduire parce que ce soir, on parle d'un projet un petit peu particulier. Ça fait un moment qu'on vous suit. Bon, c'est un secret pour personne. Je conseille régulièrement vos produits à nos clients et j'y suis assez attaché. Vous avez lancé une opération assez atypique, une opération en Suisse. Donc déjà, ce n'est pas très habituel pour vous, même si ce n'est pas la première opération en dehors de frontières, mais c'est quelque chose d'assez rare. Mais vous l'avez lancé en 2 devises. Donc ça, je crois que c'est la première fois. En tout cas, c'est la première fois que je vois une opération en 2 devises. Mais en plus, c'est une opération très élevée puisqu'elle fait 4 millions de francs suisses ou 3 600 000 euros.
Je ne suis pas sûr que ce soit la plus grosse que vous ayez fait, mais c'est assez inhabituel d'arriver à ces sommes. Et avant de commencer l'émission, je suis allé voir sur votre site, elle est en 2 ou 3 jours vendue à 85%. C'est un carton plein, ça. Effectivement, c'est une belle opération pour nous, oui. On est sur des niveaux assez élevés comparés aux autres opérations qu'on réalise, mais on y va parce que c'est une belle opération. D'accord. Alors, détaillez-nous un petit peu cette opération. Oui, effectivement, je vais en parler en quelques mots. Donc, c'est une opération qui a lieu à côté de Lausanne, dans le canton de Vaud, exactement sur la commune de Crissier. Et il s'agit d'une promotion d'un ensemble immobilier, logistique et commercial. Donc, un ensemble de lots modulaires, souples pour éventuellement des artisans, des sociétés qui voudraient s'installer là-bas. Donc, c'est une construction qui a lieu dans une zone commerciale, zone industrielle, et elle a l'avantage d'être déjà pré-commercialisée à hauteur de 50% par les opérateurs. Donc, c'est un très bon signe pour nous quand on intervient sur un dossier de cette ampleur, parce qu'il y a à peu près un petit peu plus de 60 lots, dont la moitié sont déjà pré-vendus. Donc, alors, quand on parle de pré-commercialisation, il y a beaucoup de niveaux. Il y a de la réservation simple, de la réservation avec un espèce de dépôt de garantie, de la réservation devant notaire. Enfin, voilà, j'ai appris en vous suivant que pré-commercialisé, ça veut dire une chose, pas son contraire, mais ça veut dire beaucoup de choses et il y a vraiment des niveaux. Là, je crois qu'on est dans une pré-commercialisation d'un niveau élevé. C'est ça. Donc, on n'est pas encore à la phase de compromis de signer, mais on est sur des contrats de réservation avec des acomptes versés par les preneurs. Donc, ce qui montre quand même un engagement un peu de sérieux du preneur. Alors, on sait qu'il peut y avoir des désistements, il pourra y avoir de la casse, éventuellement des acomptes qui seront perdus, mais statistiquement, quand on a 68 lots et qu'on en a déjà 32 avant que l'opération soit commencée à être construite, qui sont déjà sous contrat de réservation avec acompte versé, c'est déjà un très bon signal. Et on a de l'autre côté 36 lots qui ont déjà trouvé preneur locataire. Avec un niveau de loyer qui est à peu près établi sur l'ensemble de ces lots, et ce qui amène un produit d'investissement pour des acquéreurs potentiels assez intéressant, parce qu'en fait, ça peut… Je me mets dans la casquette d'une personne qui pourrait acheter des lots là-bas, mais ça peut tourner entre 8 et 9% de rendement annuel. Donc, c'est un produit d'investissement immobilier locatif intéressant. Donc, on est assez rassuré sur cette capacité à commercialiser les lots par l'opérateur. On est sur une enveloppe globale relativement importante qui fait à peu près 17 millions de francs de coût de revient sur l'opération. Et nous, on intervient sur 4 millions de fonds propres. Alors oui, on a proposé à nos investisseurs d'intervenir sur cette opération, soit… Donc, c'est une émission obligataire en francs suisses, en CHF, mais on l'a proposé également en euros avec une couverture qui permet à des investisseurs d'investir, s'ils souhaitent investir 10 000 euros, de récupérer sur un taux qui a été fixé au moment de la souscription et qui sera fixe sur toute la période d'investissement. Le coût de la couverture, il est porté par le promoteur ? Oui, il est porté par le promoteur, exactement. D'accord. Ça veut dire qu'un investisseur français, il va mettre 1 000, 2 000, 5 000, 10 000, 15 000, 20 000 euros. On va lui calculer, je crois que c'est un projet à 10%, c'est ça ? C'est ça. Donc, allez, on va simplifier les choses. Il va mettre 10 000 euros et on va lui calculer donc 10% sur ces 10 000 euros qu'on va lui donner au bout d'un an. Et ensuite, au bout de la deuxième année. C'est vraiment ce qui est unique dans nos produits d'investissement. C'est-à-dire que par rapport aux autres typologies de produits, nous, un investisseur qui investit 10 000 euros, c'est 10 000 euros qui tournent. On n'a pas de frais d'investissement, pas de frais de gestion, pas de frais de sortie, pas de frais sur la plus-value et on ne prend pas notamment des frais éventuels sur les taux de change ou autre. D'accord. C'est-à-dire que la manière dont vous montez vos dossiers, c'est le promoteur ou le marchand de biens, en tout cas c'est le bâtisseur, c'est celui qui vient lever la dette, qui prend à sa charge les frais et donc qui permettent de vous rémunérer, à vous de rémunérer vos intermédiaires et vos choses comme ça. Exactement. D'accord. Et c'est un principe, c'est toujours comme ça chez vous ? Aucun frais pour les investisseurs, ça c'est toujours pour toutes les opérations présentées sur la plateforme, c'est toujours sans frais pour les investisseurs. Pas de frais de dossier, pas de frais de cachet, rien. Donc, on est vraiment dans ce qu'on appelait à l'ancienne du triple net. C'est ça. D'accord. Donc, ils ont juste les impôts.
Voilà, exactement. On va dire pour un résident fiscal français, il y aura évidemment le prélèvement forfaitaire unique à 30% qui sera prélevé. Et après, en fonction du pays de résidence fiscale, eh bien, on ne prélèvera pas les impôts, mais ce sera du ressort de l'investisseur de le déclarer dans son pays de résidence. D'accord. Et là, je vais juste faire une aparté pour les résidents portugais qui ont le statut de RNH. Il n'y a pas d'impôt. Donc, vous percevez sur cette opération 10%, ce sont 10% nets qui doivent être déclarés au fisc portugais, mais qui ne supporteront pas l'impôt. Donc, c'est un vrai rendement net à 10%, qui est vraiment très, très intéressant comme sujet. Donc, on rappelle, donc c'est une opération de construction qui a déjà commencé, je crois? Non, elle n'a pas encore commencé. On intervient au moment de l'acquisition du foncier. D'accord, donc qui va commencer d'ici quelques semaines, oui, à côté de Lausanne, où on va travailler sur une zone d'artisans et de stockage. Bon, la pandémie et la forte hausse de la vente Internet montrent que les besoins de stockage sont en train d'exploser. Donc, on est vraiment sur quelque chose qui est un train haussier. On est sur 2 ans, 10% de rendement. Le rendement est le même, qu'on soit en francs suisses ou en francs ou en euros? Équivalent pour tout le monde. D'accord. Et les intérêts sont versés à la fin de la première année, les premiers intérêts sont versés. Exactement. À la date anniversaire, au bout de 12 mois, le coupon annuel est distribué et ensuite le solde au moment de la sortie au 24e mois. D'accord. Donc, comme d'habitude, c'est un produit sur lequel il peut y avoir des risques, mais c'est un produit avec de bonne sûreté et un niveau de sécurité convenable et plutôt de qualité. Et comme toujours, le code French Radio, French Radio 21 est disponible. French Radio 21 avec, auditeurs. voilà, avec 100 francs de… non, c'est 100 euros de 100 euros. Voilà, on aurait pu dire 100 francs suisses, mais c'est 100 euros de réduction. Bah, écoutez, c'est très bien. Bah, bravo pour cette opération. Je pense que, merci Bernard. Vu les chiffres, d'ici 48 heures, c'est bouclé. Donc, s'il y a des gens qui sont intéressés, voilà, il est temps non pas de se précipiter, mais de se dépêcher. Donc, sur Raizers, raizers.com. Merci. Ok. Bernard. Merci beaucoup pour ce partage. Bravo pour cette opération et à très vite. Au revoir. Au revoir. Et maintenant, je retrouve Maël et David pour parler un petit peu de cette histoire entre Veolia et Suez. David, vous êtes avec nous? Oui, tout à David fait. est là. Maël, vous êtes avec nous? Je suis là. Ok. Voilà. Alors, je rappelle en 30 secondes pour nos investisseurs, Suez est le numéro 2 mondial de l'eau. Il intervient dans l'eau, dans l'énergie, dans le traitement des déchets. Et Veolia, qui lui aussi est un acteur majeur du secteur, a décidé, a essayé à partir du mois d'août de vouloir créer le champion mondial, donc de faire un nouveau Français en tant que champion mondial dans les domaines de l'eau, l'énergie et le traitement des déchets. Pour ce faire, il s'est rapproché d'Engie qui possédait environ 30% de Suez. Engie, c'est l'ancien GDF qui s'était lui-même rapproché de Suez il y a quelques années. En négociant, malgré un début d'opposition ou une opposition, mais pas très véhémente, mais légère de l'État, il a fini par acquérir ces 30%. Il se retrouve donc maintenant actionnaire à 30% de Suez. Il a lancé une OPA qui est considérée comme une OPA inamicale, qui, pour des raisons techniques, va mettre un peu de temps à se mettre en place parce qu'il y a des barrières juridiques à lever. Il y a une très, très forte résistance de Suez et on en est à peu près là. Alors, on va commencer avec 2 questions. Je vais d'abord vous la poser à vous, David, et après à Maël. Déjà, en 30 secondes, qu'est-ce que vous pensez de cette opération et qu'est-ce qu'elle vous inspire? David. Alors, c'est vrai que si on est dans l'idée de créer un champion national, etc., combiner 2 sociétés qui sont dans le même secteur d'activité, ça peut sembler intéressant. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est que quand on est en train de fusionner 2 sociétés de cette taille-là, on va se retrouver avec des problèmes de concurrence, des problèmes de réglementaires qui vont faire que, quelque part, Veolia, l'entité fusionnée, ne va pas pouvoir conserver toutes ses activités parce que sinon, ça ferait une concentration
qui est trop forte. Et d'ailleurs, c'est l'un des arguments de Suez en disant, voilà, si finalement on se retrouve notamment dans la notion de traitement de l'eau, il va falloir vendre la partie traitement de l'eau et il va falloir, ça va entraîner donc de la casse sociale, etc. Et donc finalement, ça serait contre-productif. Voilà. Donc, voilà. Donc, moi, j'ai un point de vue plutôt partagé sur cette fusion. Je vois bien l'intérêt, mais je comprends aussi les arguments de Suez. Et bien sûr, après, on peut parler de tous ces discours-là, mais moi, je me demande finalement si le fin mot de l'histoire, ce n'est pas tout simplement que Veolia a tapé trop bas en termes de valorisation. Alors, Maël, votre sentiment? J'entends ce que dit David, je suis assez d'accord, mais le risque, au moment où on parle d'indépendance par rapport aux autres pays, le risque, c'est que Suez se fasse racheter par un fonds américain. D'ailleurs, c'est un peu ce qui a été dit, hein, c'est qu'ils se sont rapprochés d'un fonds américain. Ils sont même allés encore plus loin que ça, puisqu'ils ont monté une fondation en Hollande pour empêcher le rachat. Donc, ils font tout pour ne pas fusionner avec Veolia. Je rejoins David sur l'aspect valorisation, c'est peut-être ça le nœud du problème. Néanmoins, je suis pour avoir, je rejoins aussi Marc Toiti, je suis pour avoir un champion français. On n'en a plus beaucoup, hein, des champions français. Je vois par exemple, je prends l'exemple, le pendant, c'était Alstom. Alstom, finalement, qui s'est fait racheter par General Electric. Et ben, c'est fini, hein, c'est plus du tout français. Ils ont respecté aucune des conditions qui leur avaient été imposées. Ils font des plans sociaux dans tous les sens. Donc, pour éviter ça, moi, je trouve que ça serait plutôt une bonne chose que Veolia se rapproche de Suez. Ou l'inverse. D'accord. Alors, déjà, maintenant, on va voir sur un aspect du marché. Donc, automatiquement, quand Veolia a fait son offre sur Suez, bon, il a d'abord augmenté le prix. Et donc, depuis août 2020, le prix de Suez augmente. L'offre, elle est aujourd'hui à 18 euros. Suez évolue entre 17 et 18. Mais ce qui est aussi intéressant à voir, c'est que le prix de Veolia continue d'augmenter et le marché ne semble pas avoir peur du tout de la grosse dépense qu'il devrait faire. Donc, j'ai l'impression, et c'est là où je vais vous demander votre avis, que le marché, les opérateurs de marché, la place, considèrent que ça va être une opération relutive pour Veolia puisqu'il n'a pas dégradé le prix. Alors, on est un petit peu caché parce que tout ça s'est passé pendant la période où tout a monté. Donc, on ne sait pas très bien si Veolia monte comme tout le monde et aurait plus monté s'il n'avait pas été acheteur potentiel de Suez, ou si Veolia aurait peut-être moins monté ou monté de la même façon. Et la deuxième question derrière ça, c'est par rapport à des auditeurs qui peuvent nous écouter, c'est aujourd'hui dans mon portefeuille, j'ai du Veolia, j'ai du Suez, est-ce que je garde ou est-ce que je vends? Je n'ai ni Veolia ni Suez, dois-je en acheter un ou est-ce trop tard? Allez, on commence par vous, Maël. C'est plus la spécialité de David. Hein. Alors, on va commencer par David. On va laisser David. Je suis d'accord avec lui. Allez, David, c'est à vous. Alors, si on a du Veolia et du Suez en portefeuille, moi, de toutes les manières, je préfère toujours être du côté de la cible que du côté de l'acquéreur. Donc, parce qu'effectivement, la cible, on est toujours potentiellement soumis à une surenchère. Et c'est vrai qu'à 18 euros par action, Veolia valorise Suez à 9 fois l'EBITDA. Donc 9 fois, il faut voir que Suez, qui est en négociation, et d'ailleurs c'est l'un des sujets de fâcherie entre Suez et Veolia, mais Suez est en discussion actuellement pour vendre cette activité en Australie, la même activité, et en Australie, ils sont en train de vendre l'activité sur un multiple de 13 fois. Donc, on voit bien le sujet d'achoppement. Suez qui est en train de vendre une activité pour 13 fois l'EBITDA en Australie, et pendant ce temps, il y a Veolia qui lui dit bah, on va vous racheter, mais à 9 fois. L'écart, c'est phénoménal. Hein, quoi. On est en train de parler de 40% de plus. Hein, donc on n'est pas en train de parler d'un sou ou deux. Donc voilà, donc effectivement, en termes de caractéristiques boursières, hein, quand on regarde les deux titres, Veolia se paye un petit peu moins cher que Suez, a un peu plus de croissance que Suez. Donc d'un point de vue purement financier, effectivement, Veolia fait plus de sens
Suez à détenir dans les portefeuilles. Mais pour ce risque, pour pouvoir jouer ce risque de surenchère qui, à mon avis, ne manquera pas d'arriver, je préférais malgré tout être en ce moment du côté de Suez. La bourse est un sport où il vaut mieux être du côté du gibier que du chasseur. C'est ça? Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Et donc, vous prévoyez que Veolia va rehausser son offre sur Suez et la monter de 18 à 19, 20, je ne sais pas, mais en tout cas un peu plus. Alors, un peu plus, c'est évident, parce qu'à un moment donné, il va falloir sortir de cette histoire par le haut. Suez est déjà en train, et a déjà rappelé dans tous ses communiqués de presse, rappelle qu'ils veulent bien négocier, ils veulent bien discuter. Là, pour le moment, c'est vraiment le concours voilà, on montre les gros bras, hein, il y a des menaces dans tous les sens, et j'envoie les convocations, voilà, j'envoie les menaces à droite, à gauche, etc. Je pense qu'à un moment donné, Bercy va aussi gentiment siffler la fin de la récréation et ramener tout le monde autour de la table. N'oublions pas hein, que si Bercy est capable d'empêcher une fusion Carrefour-Couche-Tard, je pense qu'ils peuvent aussi amener deux champions industriels français à se mettre autour de la table et à discuter de manière cohérente. Donc, tôt ou tard, je pense que c'est par là qu'on devrait s'acheminer. En tous les cas, c'est la voie de la raison. En tout cas, ce qui est intéressant, hein, je rebondis sur ce que dit David, ce qui est intéressant, c'est que la presse française soupçonne Suez d'avoir vendu donc, cette participation importante quand même en Australie pour finalement retirer de l'attrait au rachat par Veolia et donc le vendre à un fonds, pour le coup, à un fonds local, plutôt que de garder un groupe très, très attractif. Et donc, c'est vraiment ça, c'est une histoire de gros muscles. Hein. Au final, c'est pas sûr que la vente aboutisse, mais c'est vraiment histoire, j'en suis sûr, de faire remonter le cours. D'accord. Maël, vous en avez du Suez ou du Veolia? Moi, j'ai du Suez. Vous gardez, vous en rachetez? Pour l'instant, je vais le garder. Moi, je suis assez d'accord. Hein. La proie, à mon avis, c'est celle qui va le plus bénéficier, parce que clairement, l'offre elle va être revue à la hausse. Donc, la proie va bénéficier vraisemblablement de donc vous aussi, vous préférez le gibier? Uniquement en bourse. Uniquement en bourse, d'accord. Et allez, David, on va terminer par vous avant de rendre l'antenne. Dans vos fonds, vous avez du Veolia, vous avez du Suez? De mémoire, on n'en a pas ni de l'un ni de l'autre. D'accord. Et si vous aviez l'un et l'autre, vous feriez quoi aujourd'hui? Vous conserveriez? Vous vendriez? Vous renforceriez? Je conserverais Suez. Vous conserveriez Suez. Voilà. Donc, si vous avez du Suez, conservez-le. Sachez que je partage tout à fait l'avis de David là-dessus. J'en ai, je le garde et je vais attendre de voir cette affaire. C'est clair et net que les prix vont monter, soit par Veolia, soit par quelqu'un d'autre, soit par des manipulations, des manœuvres boursières, des cessions partielles. Ils peuvent aussi faire quelque chose qui mettrait Veolia dans une situation pas très agréable. C'est après avoir vendu ces deux sociétés en Australie, s'ils arrivent à les vendre in fine et à encaisser l'argent, c'est distribuer un dividende assez massif à leurs actionnaires, ce qui obligerait Veolia à revoir un prix à la baisse. Et même si le prix à la baisse pourrait être attractif, c'est toujours moins sexy de dire voilà, on vous achète maintenant 15, mais sachez que le 15, il est mieux que le 18 d'avant. Donc ça devient assez compliqué. Donc voilà, cette émission se termine. On se retrouve comme d'habitude dans 15 jours avec de nouveaux invités et un nouvel édito, un nouveau point marché et beaucoup de surprises. La French Radio. Portugal.